Ce livre, tu vas le voir, c'est vraiment une pépite que tu peux considérer comme un guide que tu peux utiliser à tout moment dans ta vie pour t'enrichir et pour être heureux. Tu vas découvrir notamment dans cette vidéo les stratégies concrètes que tu vas pouvoir immédiatement appliquer dans ta vie pour t'enrichir et atteindre la liberté financière. Je te partagerai également une méthode radicale et très puissante qui va te permettre de pouvoir faire tes choix dans ta vie quand tu es confronté à différentes options. On verra ensemble également comment tu peux apprendre à être heureux et te construire une vie incroyable. À la fin de la vidéo, je te partagerai également toutes les règles de vie qu'applique Naval et également tous les meilleurs livres qu'il a pu lire et qu'il te recommande de lire. Je t'invite à prendre des notes, ça va être dense, tu vas apprendre beaucoup de choses et surtout les informations que tu vas apprendre peuvent avoir un énorme impact sur ta vie et sur les résultats que tu vas avoir dans le futur. Cette vidéo a demandé plusieurs semaines de production. Si tu veux récompenser mon travail, je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous. C'est parti. Partie numéro 1, la richesse. Il commence le chapitre en disant comment devenir riche sans avoir de la chance. Gagner de l'argent, il dit, n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est une compétence que l'on apprend. Alors au tout début du chapitre, il partage une série de messages qu'il a publiés sur Twitter et qui sont devenus très populaires. Je vais t'en lire quelques-uns. Il dit « J'aime à penser que si je perdais tout mon argent et que vous me déposiez dans une rue quelconque d'un pays anglophone, je redeviendrais riche en l'espace de 5 ou 10 ans car il s'agit d'un ensemble de compétences que j'ai développées et que tout le monde peut développer. » Et il va expliquer clairement dans son livre étape par étape comment tu peux développer cette compétence. Il enchaîne en disant « Il ne s'agit pas vraiment de travailler dur. Vous pouvez travailler dur dans un restaurant 80 heures par semaine. Vous ne deviendrez pas riche. Pour devenir riche, il faut savoir quoi faire, quand le faire et avec qui le faire. Il s'agit bien plus de compréhension que d'un travail acharné. Alors il dit à ce propos, oui, le travail acharné est important et vous ne pouvez pas le négliger, mais il doit être dirigé de la bonne manière. Il dit ensuite quelque chose de très important sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans le livre. Si vous ne savez pas encore sur quoi vous devez travailler, le plus important, il dit, est de le découvrir. Vous ne devez pas vous acharner à travailler tant que vous ne savez pas sur quoi vous devez travailler. Il parle ensuite de la différence entre la richesse, l'argent et le statut. Et il dit à ce propos, ne recherchez pas l'argent ou le statut, recherchez la richesse. Et il dit la richesse, c'est avoir des actifs qui gagnent de l'argent pour toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, même quand tu es en train de dormir. Il partage ensuite 2 compétences extrêmement importantes à avoir et il dit à ce propos, apprenez à vendre et apprenez à construire. Et il dit, si vous pouvez faire les 2, vous devenez alors inarrêtable. Ensuite, il a écrit beaucoup de choses sur ce qu'il appelle les connaissances spécifiques. Et il dit à ce propos, armez-vous de connaissances spécifiques. Pour lui, les connaissances spécifiques sont des connaissances pour lesquelles vous ne pouvez pas être formé. Si la société peut vous former, elle peut former quelqu'un d'autre et alors te remplacer. Il dit, vous trouverez des connaissances spécifiques en poursuivant votre véritable curiosité et votre passion plutôt que ce qui est à la mode en ce moment. L'acquisition de connaissances spécifiques sera un jeu pour vous mais ressemblera à un travail pour quelqu'un d'autre. On reviendra également sur ce sujet un petit peu plus tard. Il partage ensuite différents domaines qu'il est extrêmement important à apprendre, assimiler et comprendre. Il dit étudier la microéconomie, la théorie des jeux, la psychologie, la persuasion, l'éthique, les mathématiques et l'informatique. Alors ensuite, il revient plus en détail sur la différence entre la richesse et l'argent. Il dit, si je fais bien mon travail, si je crée de la valeur pour la société, alors la société me dit merci, nous vous devons quelque chose dans le futur pour le travail que vous avez fait dans le passé. Voici une petite reconnaissance de dette, appelons ça de l'argent. La richesse par contre,
c'est la chose, il dit, que vous voulez. La richesse, ce sont les actifs qui gagnent pendant que vous dormez. La richesse, c'est les usines, c'est les robots qui fabriquent des choses. La richesse, c'est le programme informatique qui fonctionne la nuit pour servir des clients. La richesse, il dit, c'est même l'argent à la banque qui est réinvesti dans d'autres actifs et dans d'autres entreprises. Donc il dit, ma définition de la richesse, c'est des entreprises et des actifs qui peuvent gagner de l'argent pendant que vous dormez. Il dit ensuite, la société vous paiera pour créer des choses qu'elle veut. Mais la société ne sait pas encore ce qu'elle veut. Si elle le savait, elle n'aurait pas besoin de vous. La société veut toujours de nouvelles choses. Je ne sais pas si tu as remarqué, on est toujours attiré par la nouveauté. Et il dit, si vous voulez devenir riche, vous devez déterminer quelles sont les choses que vous pouvez fournir à la société qu'elle ne sait pas encore comment obtenir, mais qu'elle voudra et qui sont naturelles pour vous dans le cadre de vos compétences et de vos capacités. Et il parle ensuite dans son livre de mettre ensuite sa création à l'échelle. Ça veut dire quoi, mettre sa création à l'échelle? Ça veut dire le rendre disponible à une échelle importante de personnes. Je te donne un exemple très concret. J'investis personnellement beaucoup dans du développement spécifique de logiciels. Quand on développe un logiciel avec mon équipe, on peut rendre ce logiciel disponible, si on le désire, au monde entier, que tout le monde peut utiliser à n'importe quel moment. Et donc on a créé entre guillemets un programme informatique qui est ensuite disponible à une grande échelle de personnes. Il revient ensuite sur les connaissances spécifiques en disant on trouve des connaissances spécifiques bien plus en poursuivant ses talents innés, sa curiosité sincère et sa passion. Et ça, c'est également extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui, de manière naturelle, te rend curieux? Ensuite, il dit l'Internet a massivement élargi l'espace possible des carrières. La plupart des gens ne l'ont pas encore compris, malheureusement. Vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez trouver votre public et vous pouvez construire une entreprise, créer un produit, créer de la richesse et rendre les gens heureux, juste, il dit, en vous exprimant de manière unique. Internet permet à n'importe quelle niche d'intérêt, pour autant que vous soyez la meilleure personne dans ce domaine, de se développer. Et la bonne nouvelle, c'est que comme chaque être humain est différent, chacun est le meilleur dans un domaine et ce domaine, c'est être soi-même. Et là, il dit une phrase que je t'invite à imprimer et à marquer. Tu peux échapper à la compétition par l'authenticité. Et c'est pour ça également que je dis souvent, n'essaye pas de copier quelqu'un ou de changer ton vocabulaire ou de changer qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui se lancent des fois en ligne, qui vont changer leurs vêtements, qui vont changer leur manière de parler. Quand tu fais ça, tu ne te démarques pas puisque on n'a pas accès vraiment à qui tu es. Le meilleur moyen de se démarquer, c'est d'exprimer justement qui tu es et ta personnalité. Alors forcément, ça va plaire à certaines personnes, ça va déplaire à certaines personnes, mais au moins tu ne passeras pas inaperçu. La raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne comme toi sur Terre. Il dit à ce sujet, en gros, quand vous êtes en compétition avec des gens, c'est parce que vous les copiez. C'est parce que vous essayez de faire la même chose, mais chaque humain est différent. Ne copiez pas. La compétence, il dit, la plus importante pour devenir riche est de devenir un apprenant perpétuel. Et félicitations d'ailleurs à toi d'être présent en ce moment même sur cette vidéo. Si d'ailleurs tu veux récompenser mon travail de synthèse de ces livres qui nous prennent énormément de temps, je t'invite à mettre un énorme like juste en dessous de la vidéo, ça te prendra 2 secondes, ça nous aide à faire connaître ces vidéos. Il dit ensuite, l'ancien modèle pour gagner de l'argent consistait à aller à l'école pendant des années, obtenir un diplôme et travailler en tant que professionnel dans la même carrière pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ce modèle, aujourd'hui, il est quasiment terminé. Il dit ensuite, on ne peut atteindre la maîtrise que dans une ou deux choses. Ce sont généralement les choses qui nous obsèdent. Chapitre suivant, il parle de jouer à des jeux à long terme avec des personnes à long terme. Dans ce chapitre, il décrit de miser sur ce qu'on appelle les intérêts composés. Tu as déjà entendu parler, je pense, de ce concept. Mais il dit que les intérêts composés ne s'appliquent pas uniquement au capital. Ça s'applique également à tes propres relations et à ta réputation. Il dit, lorsque vous trouvez la bonne chose à faire, lorsque vous trouvez les bonnes personnes avec qui travailler, investissez alors profondément. C'est en
persévérant, il dit, pendant des dizaines d'années que l'on obtient les meilleurs résultats dans ses relations et dans son argent. Les intérêts composés sont donc très importants. Il parle ensuite d'effet de levier. Il dit pour devenir riche, vous avez besoin d'un effet de levier. L'effet de levier se présente sous la forme de travail, de capital, de code ou de médias. Mais la plupart d'entre eux, comme le travail et le capital, les gens doivent vous le donner. Pour le travail, quelqu'un par exemple doit vous suivre. Pour le capital, quelqu'un doit vous donner de l'argent, des actifs à gérer ou des machines. Donc pour obtenir ces choses, vous devez construire votre crédibilité. Et vous devez le faire sous votre propre nom autant que possible, ce qui est risqué. Il dit la responsabilité est donc une chose à double tranchant. Elle vous permet, il dit, de vous attribuer le mérite lorsque les choses vont bien et d'assumer le poids de l'échec lorsque les choses vont mal. Réalisez, il dit que dans la société moderne, le risque de perte n'est pas si important. En général, les gens pardonnent les échecs tant que vous ayez été honnête et que vous avez fait un effort d'intégrité. Te tromper, c'est pas très grave. Ce qui est le plus grave, c'est de jamais démarrer quelque chose parce que tu as peur de te tromper. Ensuite, il parle de se constituer ou d'acheter des fonds propres dans une entreprise. Si vous ne possédez pas une partie d'une entreprise, vous n'avez pas de voie vers la liberté financière. Imprime bien cette phrase. Si tu ne possèdes pas une partie d'une entreprise, que ce soit la tienne ou une entreprise de quelqu'un d'autre, tu n'as pas de voie vers la liberté financière. Il dit, si vous regardez même les médecins qui deviennent riches, vraiment riches, c'est parce qu'ils ouvrent une entreprise. Ils ouvrent par exemple un cabinet privé. Le cabinet privé construit une marque et la marque attire les gens. Ou bien ils construisent une sorte de dispositif médical, une procédure ou un processus avec une propriété intellectuelle. Vous devez travailler jusqu'au point où vous pouvez détenir une participation dans une entreprise. Vous pouvez en être propriétaire en tant qu'actionnaire en achetant des actions. Vous pouvez également le détenir en tant que propriétaire lorsque vous créez l'entreprise. Tous ceux qui gagnent vraiment de l'argent possèdent à un moment ou à un autre une partie d'un produit, d'une entreprise ou d'une propriété intellectuelle. Retiens bien ça également, c'est très important. Il parle ensuite de comment tu peux trouver une position de levier. Il dit nous vivons à l'ère de l'effet de levier infini. Et les récompenses économiques d'une véritable curiosité intellectuelle n'ont jamais été aussi élevées. Suivre sa véritable curiosité intellectuelle est une meilleure base pour une carrière que de suivre ce qui fait de l'argent en ce moment. Je te le disais dans une autre vidéo, une des grosses erreurs qui est effectuée aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sautent directement sur ce qui est à la mode. Les crypto-monnaies sont à la mode, j'arrête ce que je fais et je vais dessus. L'intelligence artificielle est à la mode, j'arrête ce que je fais et je vais dessus. Le problème, c'est que si tu suis toujours les modes, tu ne feras jamais vraiment rien en profondeur. Il dit les connaissances que vous êtes le seul à connaître ou que seul un petit groupe de personnes connaissent sont issues de vos passions et de vos hobbies. Bizarrement, si vous avez des hobbies autour de votre curiosité intellectuelle, vous avez plus de chances de développer ces passions. Et il dit, si cela vous divertit maintenant, mais vous ennuiera un jour, alors il s'agit d'une distraction. Dans ce cas, continuez à chercher. Suivez votre curiosité intellectuelle plutôt que ce qui est à la mode en ce moment. Si votre curiosité vous conduit un jour à un endroit où la société veut aller, vous serez extrêmement bien payé. Ensuite, il y a un passage que j'adore. Écoute bien ça. Beaucoup de gens pensent que vous pouvez aller à l'école et étudier pour savoir comment gagner de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de compétence appelée business. Réfléchissez aux produits ou aux services que la société désire, mais ne sait pas encore comment l'obtenir. Vous voulez devenir la personne qui le fournit et qui le fournit à grande échelle. C'est vraiment le défi à relever pour vraiment gagner de l'argent. Alors ensuite, il partage 3 grandes catégories d'effets de levier. L'une des formes, il dit, d'effet de levier, c'est la main-d'œuvre, d'autres humains travaillant pour vous. C'est la plus ancienne forme d'effet de levier, mais elle n'est pas très efficace dans le monde moderne. Je dirais même que c'est la pire forme
d'effet de levier que vous puissiez utiliser. Gérer d'autres personnes est incroyablement compliqué. Cela requiert d'énormes compétences en matière de leadership. Le deuxième effet de levier, c'est l'argent. L'argent, il dit, est une bonne forme d'effet de levier. Cela signifie que chaque fois que vous prenez une décision, vous la multipliez par de l'argent. Le capital est une forme d'effet de levier plus difficile à utiliser. Elle est plus moderne. C'est celui que les gens ont utilisé pour devenir fabuleusement riches au cours du siècle dernier. C'est probablement la forme d'effet de levier la plus dominante au cours du siècle dernier. Pense par exemple à toutes les personnes qui se sont enrichies ou ont beaucoup d'entre eux par l'immobilier. Généralement, c'est des personnes qui ont utilisé l'argent comme effet de levier. Ils vont emprunter de l'argent auprès par exemple d'une banque et ils utilisent cet effet de levier pour s'enrichir personnellement. Il dit la dernière forme d'effet de levier est toute nouvelle. La forme la plus démocratique. Il s'agit de les produits dont le coût marginal de réplication est nul. Je t'explique. Il dit cela par exemple peut inclure un livre, un média, un film, du code informatique. Le code, il dit, est probablement la forme la plus puissante d'effet de levier sans permission. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour créer du code, pour créer un livre, pour créer une vidéo, pour créer un podcast, pour créer du texte, pour créer une chaîne YouTube, pour créer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu n'as besoin de permission de personne pour démarrer et surtout, tu peux démarrer quasiment immédiatement. Ça, par exemple, c'est mon dernier roman que j'ai écrit. Il suffit d'une décision pour changer de vie. Merci d'ailleurs pour tous les retours que j'ai pu recevoir. Dans son exemple précis, c'est par exemple ça un effet de levier. J'ai travaillé une fois pour le faire, mais ça potentiellement ça peut me rapporter des revenus jusqu'à la fin de ma vie. Dans 50 ans, je pourrais toujours potentiellement générer et gagner de l'argent par exemple sur ce livre. Donc il dit c'est la nouvelle forme d'effet de levier. Elle n'a été inventée que récemment. Cela a commencé avec la presse par exemple à imprimer. Ça s'est accéléré avec les médias de diffusion et maintenant ça a vraiment explosé avec Internet et le codage. Maintenant vous pouvez multiplier vos efforts sans impliquer d'autres humains et sans avoir besoin de l'argent d'autres personnes. Il dit c'est avec cette nouvelle forme d'effet de levier que l'on fait toutes les nouvelles fortunes, tous les nouveaux milliardaires. Pour la dernière génération, les fortunes étaient faites par le capital. Les gens qui faisaient des fortunes étaient des Warren Buffett, par exemple, de ce monde. Mais les fortunes de la nouvelle génération se sont tous faites par du code ou encore des médias. Tu prends aujourd'hui des gens, par exemple, sur YouTube comme MrBeast, qui est aujourd'hui, par exemple, milliardaire. Et ça, c'est des choses qui étaient impossibles auparavant. Et il dit, et bien sûr, il y a les Jeff Bezos ou les Mark Zuckerberg, Larry Page ou encore Sergey Brin, Bill Gates ou encore Steve Jobs. Il dit leur richesse et leur levier est basé sur le code. Alors bien sûr, là, il donne un petit peu des exemples extrêmes. Tu n'as pas besoin d'être le prochain Mark Zuckerberg pour t'enrichir aujourd'hui grâce au code ou grâce à la création de contenu ou grâce à voilà tout un tas d'effets de levier qui est à ta disposition. Tu peux faire des choses à petite échelle, mais extrêmement bien gagner ta vie et surtout avoir une valeur qui monte sur le long terme. Il dit le codage, l'écriture de livres, l'enregistrement de podcasts, le fait d'écrire du contenu sur Twitter, LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux, de faire des vidéos sur YouTube, ce genre de choses est sans permission. Vous n'avez besoin de permission de personne pour le faire et c'est pourquoi elles sont très égalitaires. Il dit ensuite, chaque fois que vous le pouvez dans la vie, optimisez l'indépendance plutôt que la rémunération. Le fait d'être légèrement meilleur, comme courir un quart de mile, une fraction de seconde plus vite, permet à certaines personnes d'être payées beaucoup plus. L'effet de levier amplifie encore plus ces différences. Être à l'extrême dans son art est très important à l'ère de l'effet de levier. Ensuite, il dit quelque chose de très important. Imprime ça et tu remarqueras ça d'ailleurs de nombreuses fois, je pense, dans ta vie. Si vous méprisez secrètement la richesse,
elle vous échappera. Combien de fois tu pourras voir dans ta vie des personnes qui essayent de s'enrichir, mais qui sont les premiers à critiquer l'argent, ou les gens qui ont de l'argent et en pensant que l'argent est vraiment mal, c'est mauvais, etc., etc. Si tu es dans cette dynamique, ne compte pas t'enrichir. Tu ne pourras pas attirer à toi quelque chose auquel dans ton inconscient tu penses que c'est mauvais ou que les gens qui ont ça sont des personnes mauvaises. Il dit à ce propos, littéralement, être anti-richesse vous empêchera de devenir riche parce que vous n'aurez pas la bonne mentalité pour cela. Vous n'aurez pas le bon état d'esprit et vous ne traiterez pas avec les gens au bon niveau. Soyez, il dit, optimiste. Soyez positif. C'est important. Les optimistes réussissent mieux à long terme. Ensuite, il y a une question qui lui est posée qui est: quelle est la chose la plus importante à faire quand on débute? Il dit: passez plus de temps à prendre de grandes décisions. Il y a essentiellement 3 grandes décisions que vous pouvez prendre au début de votre vie. Où vous vivez, avec qui vous êtes et ce que vous faites. Il dit: nous passons très peu de temps à décider de la relation dans laquelle nous allons nous engager. Nous passons beaucoup de temps dans un emploi, mais nous passons si peu de temps à décider dans quel emploi nous devons nous engager. Le choix de la ville également dans laquelle vous allez vivre peut presque entièrement déterminer la trajectoire de votre vie, mais nous passons si peu de temps à essayer de savoir dans quelle ville vivre. Si vous allez vivre dans une ville pendant 10 ans, si vous allez occuper un emploi pendant 10 ans, si vous êtes dans une relation pendant 10 ans, vous devriez passer 1 à 2 ans à décider de ces choses. Ce sont des décisions hautement dominantes dans votre vie. Ces 3 décisions comptent vraiment. Ensuite, il y a une autre question qui lui est posée qui est: quelles sont les 2 mesures que vous prendriez pour vous entourer de personnes qui ont réussi? Il dit: déterminez ce que vous savez faire et commencez à aider les autres à le faire. Donnez-le, faites-en profiter les autres. Le karma fonctionne parce que les gens sont cohérents. Sur une échelle de temps suffisamment longue, vous attirez ce que vous projetez. Mais ne mesurez pas, votre patience sera à bout si vous comptez. Il dit ensuite: trouvez un travail qui ressemble à un jeu. Il dit: j'ai appris à gagner de l'argent parce que c'était une nécessité. Quand ça a cessé d'être une nécessité, j'ai cessé de m'en soucier. Au moins pour moi, le travail était un moyen de parvenir à une fin. Gagner de l'argent était un moyen de parvenir à une fin. Je suis beaucoup plus intéressé aujourd'hui par la résolution de problèmes que par le fait de gagner de l'argent. Il dit: tout objectif final ne fera que conduire à un autre objectif. On ne fait finalement que jouer à des jeux dans la vie. Quand vous grandissez, vous jouez au jeu de l'école ou au jeu social. Puis vous jouez au jeu de l'argent et enfin au jeu du statut. Et n'oublie pas ce qu'il a dit auparavant, oublie le statut et l'argent. Concentre-toi sur la création de richesse. Il dit: ces jeux ont juste des horizons de plus en plus longs et de plus en plus durables. À un moment donné, du moins, je le crois, ce ne sont que des jeux. Ce sont des jeux où le résultat n'a plus d'importance une fois que vous avez compris le jeu. Puis il dit: on se lasse du jeu. Je dirais que j'en suis au stade où je suis juste fatigué des jeux. Je ne pense pas qu'il y a de but final ou d'objectif. Je vis simplement la vie comme je l'entends et je le fais littéralement au jour le jour. Alors ensuite, il donne sa définition de la retraite. Écoute bien, il dit: la retraite, c'est quand vous arrêtez de sacrifier le présent pour un lendemain imaginaire. Quand le présent est complet en soi, vous êtes alors à la retraite. Ça, c'est une définition, tu vois, de la retraite extrêmement intéressante. Comment s'y prendre? Il dit: l'une des solutions est très simple. Ça consiste à épargner tellement d'argent que vos revenus passifs, donc les revenus que tu peux avoir par exemple des intérêts sur différents placements, couvrent ton taux d'usure. Le taux d'usure, c'est tout simplement ce que la vie te coûte en général, ton loyer, ta nourriture, tes frais, on va dire, mensuels. La seconde méthode, il dit, est que tu réduis ton taux de combustion à 0. Il dit: tu deviens par exemple un moine. Mais ça, c'est pas forcément une solution qui va te convenir et qui va convenir à beaucoup de personnes. La troisième, il dit, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez. Vous aimez tellement ça que ce n'est plus une question d'argent. Il y a donc plusieurs façons de prendre sa retraite. Il dit ensuite:
La façon de sortir du piège de la compétition est d'être authentique. De trouver la chose que vous savez mieux faire que quiconque. Vous savez mieux le faire parce que vous l'aimez et personne ne peut rivaliser avec vous. Si vous aimez le faire, soyez authentique, puis trouvez comment le faire correspondre à ce que la société veut réellement. Appliquez un certain effet de levier et mettez votre nom dessus. Vous prenez des risques, mais vous gagnez les récompenses. Vous avez la propriété et l'équité dans ce que vous faites et vous vous lancez. N'oublie jamais de toujours rester authentique. Combien de fois j'ai pu recevoir des commentaires de personnes qui diraient « Oh, tu dis merde dans tes vidéos, tu t'exprimes comme ça, tu fais des fautes de français, etc. » Mais c'est pas grave ça, c'est juste moi en fait. Et je vais pas me changer pour essayer de rentrer dans une case parce que les gens qui peuvent suivre, imaginons mon contenu, ils me suivent potentiellement, en tout cas je suppose, parce que ils ont une retranscription entre guillemets par les vidéos de ma personnalité, de qui je suis, et j'essaye d'être le plus authentique possible. Si j'essayais de rentrer dans une case, finalement t'es un petit peu au milieu, donc tu déplais pas vraiment aux gens, mais tu ne plais pas non plus à certaines personnes, tu vois, t'es au milieu. Il faut mieux être tranchant. Et quand t'es vraiment authentique, t'es pas vraiment au milieu. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais ça c'est pas grave, tu feras la différence et surtout tu seras différent sur le marché entre guillemets. Ensuite, il y a une autre question qui lui est posée qui dit: votre motivation à gagner de l'argent a-t-elle diminué après que vous soyez devenu financièrement indépendant? Il répond en disant oui et non. Il dit c'est vrai dans le sens où le désespoir a disparu. Et oui, forcément, quand tu es vraiment concentré sur comment tu dois finir tes fins de mois, quand tu arrives vraiment à finir tes fins de mois, tu es quand même beaucoup plus tranquille dans ta tête et moins concentré forcément là-dessus. Mais il dit en fait la création d'entreprise et le fait de gagner de l'argent sont désormais davantage pour moi un art. Pour moi, créer des entreprises est un jeu. Je crée des entreprises parce que c'est amusant, parce que je m'intéresse aux produits. Il dit je peux créer une nouvelle entreprise en 3 mois, réunir l'argent, rassembler une équipe et la lancer. C'est amusant pour moi. C'est vraiment cool de voir ce que je peux mettre en place. Ça rapporte de l'argent presque comme un effet secondaire. Créer des entreprises est le jeu pour lequel je suis devenu bon. C'est juste que ma motivation est passée de l'orientation vers un but à une orientation artistique. Ironiquement, je pense que je suis bien meilleur à ça maintenant. Il dit même lorsque j'investis, c'est parce que j'aime les gens impliqués, j'aime traîner avec eux, j'aime apprendre d'eux et je pense que le produit qu'ils sont en train de créer est vraiment cool. De nos jours, il m'arrive, il dit, de passer à côté d'excellents investissements parce que je ne trouve pas que les produits sont intéressants. Il dit je suis toujours en train de travailler. Cela par contre ressemble à du travail pour les autres, mais pour moi, c'est un jeu. Et c'est ainsi que je sais que personne ne peut rivaliser avec moi dans ce domaine. Parce que je ne fais que jouer 16 heures par jour. Je joue. Si les autres veulent rivaliser avec moi, ils vont travailler et ils vont perdre parce qu'ils ne vont pas le faire 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Il dit ensuite de quelque chose de très intéressant. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Il n'y a rien de mal à cela et à vouloir de l'argent. Mais la soif de l'argent est mauvaise. La convoitise de l'argent n'est pas mauvaise dans un sens social. Elle n'est pas mauvaise dans le sens de vous êtes une mauvaise personne parce que vous désirez de l'argent. C'est mauvais pour vous. La convoitise de l'argent est mauvaise pour nous car c'est un puits sans fond. Il occupera toujours votre esprit. Si vous aimez l'argent et que vous commencez à en gagner, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez parce que le désir est activé et ne s'arrête pas finalement à un certain nombre. Il dit c'est une erreur de penser qu'il s'arrête à un certain nombre. La punition pour l'amour de l'argent est délivrée en même temps que l'argent. Lorsque vous gagnez de l'argent, vous en voulez encore plus et vous devenez paranoïaque et vous avez peur de perdre ce que vous avez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes qui ont des fortunes parfois, qui sont jamais vraiment tranquilles d'esprit, qui sont jamais heureux parce qu'ils sont toujours concentrés sur avoir plus et surtout préoccupés par le fait de potentiellement pouvoir perdre ce qu'ils ont. Il dit vous gagnez de l'argent pour résoudre vos problèmes financiers et matériels. Je pense que la meilleure façon d'échapper à cet amour constant de l'argent est de ne pas, écoute bien, améliorer votre style de vie à mesure que vous gagnez de l'argent.
C'est très facile de continuer à améliorer son style de vie quand on gagne de l'argent, mais si vous pouvez maintenir votre style de vie fixe et espérer gagner de l'argent en grosses sommes plutôt qu'au compte-gouttes, vous n'aurez pas de temps d'améliorer votre style de vie. Vous pouvez prendre tellement d'avance que vous deviendrez alors financièrement libre. Et oui, tu l'as peut-être déjà remarqué et peut-être que tu as des exemples même autour de toi. Tu as des personnes qui commencent à gagner plus d'argent et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont tout de suite, je sais pas, imaginons, vendre leur voiture et acheter la dernière voiture de leur modèle haut de gamme parce qu'ils ont envie d'avoir ce modèle. Grosse erreur! Si tu fais ça, tu seras jamais financièrement libre parce que tu es toujours à augmenter ton style de vie à fur et à mesure que tu gagnes plus d'argent. Et ça, malheureusement, ça te rend un petit peu ensuite esclave de l'argent. C'est-à-dire que pour maintenir ton style de vie, tu as toujours besoin potentiellement de faire plus et de faire des chiffres au-dessus. Et ça, ça te procure dans ta vie énormément de stress. Énormément de stress et également énormément de crainte sur le fait de potentiellement perdre ce que tu as. Donc oui, bien sûr, tu peux te faire des petits plaisirs. Personnellement, je vis aujourd'hui dans un endroit, vraiment beau, un endroit où je me sens inspiré, etc. Mais j'ai jamais vraiment fait de folie dans ma vie ou d'acheter une énorme voiture juste pour acheter une énorme voiture ou d'acheter des t-shirts qui vont me coûter 800 €, etc. J'ai jamais personnellement compris ça. Tu vois, ce pull ici, je pourrais aller dans une marque de luxe et acheter ce même pull je sais pas moi, 500 € ou 1000 €, alors que ce pull-là, je l'ai acheté peut-être, je sais pas moi, 30 ou 40 €. Et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, tu l'as remarqué, il y a des personnes qui vont acheter des choses des fois, ils n'aiment pas vraiment les choses. Ils vont acheter les choses pour montrer leur statut. C'est-à-dire, je vais acheter un t-shirt Balenciaga, je m'en fous du t-shirt. Les gens qui achètent un t-shirt Balenciaga, ils s'en foutent un peu du t-shirt, c'est un t-shirt comme un autre. Mais ce qu'ils aiment, c'est que c'est marqué Balenciaga sur le t-shirt. Parce que quand ils portent ce t-shirt, ils ont l'impression d'avoir un certain statut et surtout de le montrer à d'autres personnes. Ne rentre pas dans ce jeu parce que c'est un jeu finalement qui n'a aucune fin. Et quand tu rentres dans ce jeu, tu verras toujours des gens qui sont au-dessus de toi. Et donc, tu seras jamais pleinement satisfait de la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Il dit ensuite, l'une des choses importantes pour gagner de l'argent, à mon avis, est d'avoir une réputation qui incite les gens à passer par vous. Exemple, si vous êtes un négociateur de confiance fiable, d'une grande intégrité et qui pense à long terme, lorsque d'autres personnes veulent conclure des accords mais ne savent pas comment le faire de manière digne de confiance avec des étrangers, elles vous approcheront littéralement et vous donneront une part de leur accord simplement en raison de l'intégrité et de la réputation que vous avez construite. Warren Buffett, par exemple, se voit proposer d'acheter des entreprises, d'acheter des bons de souscription, de renflouer des banques et de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire en raison de sa réputation. Bien sûr, il a des comptes à rendre et une marque forte à défendre, mais votre personnage et votre réputation sont des choses que vous pouvez construire qui vous permettront de profiter pleinement d'opportunités que d'autres personnes peuvent qualifiée de chanceuse, mais toi tu sauras que finalement c'est pas de la chance, c'est le travail que tu as pu faire toutes ces dernières années qui commence à porter ses fruits. Quelle est l'importance ensuite du travail en réseau? C'est une question qui lui est posée. Il dit, je pense que le réseautage d'affaires est une perte de temps. Je sais qu'il y a des gens et des entreprises qui popularisent ce concept parce que ça les sert bien. Eux et leur modèle d'affaires. Mais la réalité est que si vous construisez quelque chose d'intéressant, vous aurez toujours plus de gens qui voudront vous connaître. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Pour te donner un exemple concret, par exemple, juste en faisant des vidéos personnellement et en les ayant postées sur ma chaîne YouTube, ça m'a attiré énormément d'opportunités. Ça m'a permis également de faire énormément de rencontres. Tout ce temps où j'ai passé des vidéos, j'aurais pu aller dans des événements pour faire du réseautage ou essayer de rencontrer des gens, mais personnellement, je préfère créer quelque chose d'unique et d'offrir de la valeur sur le marché, comme par exemple cette vidéo qui, je l'espère, t'apporte un maximum de valeur, parce que ça, finalement, automatiquement, ça attire des opportunités à toi. Alors là, je te parle des vidéos, mais il y a énormément d'autres manières de le faire. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à la partager potentiellement à d'autres personnes. Et n'oublie pas le like juste en dessous, ça permet de récompenser le travail qui a été fait sur cette vidéo et de la faire découvrir à un maximum de monde. Il dit, j'ai une philosophie beaucoup plus confortable. Soyez un créateur qui fait quelque chose d'intéressant, que les gens veulent, montre ton art, pratique
ton art et les bonnes personnes finiront par te trouver. Ensuite, il parle de la patience, une chose que j'ai comprise plus tard, et qu'en général, les gens formidables obtiennent de bons résultats. Il faut juste être patient. Toutes les personnes, il dit, que j'ai rencontrées au début de ma carrière il y a 20 ans et que j'ai regardé en me disant « Waouh, ce gars ou cette fille est très compétent, très intelligent, dévoué » et il dit « Toutes ces personnes, presque sans exception, ont eu du succès. Il fallait juste leur donner une échelle de temps assez longue pour l'avoir. » Et il dit quelque chose ensuite de très intéressant « Cela ne se produit jamais dans le délai que vous souhaitez et qu'ils le souhaitent. » Mais finalement, cela arrive. Et oui, donc te fais pas de soucis. Si tu sais au fond de toi, tu veux quelque chose, t'es en chemin pour y aller et t'es surtout, ce qui est important, d'être en progression, au bout d'un moment, ton travail, il va forcément payer. Appliquez, il dit, des connaissances spécifiques avec un effet de levier et à terme, vous obtiendrez ce que vous méritez. Tout le monde, il dit, veut devenir riche immédiatement, mais le monde est un endroit efficace. L'immédiat ne fonctionne pas. Il faut y consacrer du temps et des heures et je pense donc que vous devez vous mettre en position d'avoir les connaissances spécifiques, la responsabilité, l'effet de levier, les compétences authentiques que vous avez pour être le meilleur au monde dans ce que vous faites. Alors, je rajouterai quelque chose ici, dans le monde aujourd'hui dans lequel tu vis, oui, tu peux te démarquer en étant le meilleur, mais tu peux aussi te démarquer en étant différent. Aujourd'hui, il y a énormément, par exemple, de mêmes produits dans une catégorie. Si tu regardes n'importe quelle catégorie ou domaine, il y a beaucoup de produits sur ce domaine généralement, beaucoup de compétition. Il y a des produits parfois qui sont pas meilleurs que les autres, mais par contre, ces produits se positionnent de manière différente. Et ça permet également sur le marché de te démarquer. Ensuite, il dit, le mauvais conseil le plus courant que j'entends est « tu es trop jeune ». La plupart de l'histoire a été construite par des jeunes. Et aujourd'hui, il suffit de regarder pour voir que voilà, il y a des personnes très très jeunes qui construisent des choses incroyables. Mais on pourrait également le tourner dans l'autre sens. Il y a des gens qui disent « je suis trop vieux ». Et moi, j'aime bien donner l'exemple à des gens qui disent « je suis trop vieux ». Regarde par exemple Joe Biden qui devient président des États-Unis. Pas un boulot quand même très très simple, à l'âge qu'il avait quand il est devenu, à savoir je crois 78 ans. T'imagines, 78 ans, le mec prend un emploi, un des emplois les plus, je pense, stressants du monde, avec le plus de responsabilités au monde, à 78 ans. Donc non, tu n'es pas trop jeune, trop vieux ou trop je ne sais quoi, tu peux trouver des excuses toute ta vie pour justifier le fait que tu n'agisses pas, ou alors tu peux tout simplement agir. Il dit ensuite, cela ne veut pas dire que c'est facile, ce n'est pas facile. Ce qui est important à comprendre, c'est par contre que c'est possible. Il dit en fait, c'est vraiment très dur, c'est la chose la plus difficile que vous ferez, mais ça sera aussi la chose la plus gratifiante. Regardez par exemple les enfants qui sont nés riches, leur vie a généralement aucun sens. Votre véritable CV, il dit, n'est qu'un catalogue de toutes vos souffrances. Si je vous demande de vous décrire votre vraie vie et que vous regardez sur votre lit de mort les choses intéressantes que vous avez faites, tout tournera autour des sacrifices que vous avez faits, autour de choses difficiles. Il dit ensuite, l'argent vous achète la liberté dans le monde matériel. Il ne vous rendra pas heureux. Il ne résoudra pas vos problèmes de santé. Il ne fera pas de votre famille une grande famille. Il ne fera pas de vous un homme heureux. Ce que l'argent va faire, c'est résoudre vos problèmes d'argent. Il supprimera un ensemble de choses qui pourraient faire obstacle à votre bonheur. Mais il ne vous rendra pas heureux. Je connais beaucoup de personnes, il dit très riches, qui sont malheureuses. La plupart du temps, la personne que vous devez devenir pour gagner de l'argent est une personne très anxieuse, très stressée, travailleuse et compétitive. Lorsque vous avez fait cela pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans ou même 50 ans de votre vie et que vous gagnez soudainement de l'argent, vous ne pouvez plus vous en passer. Vous vous êtes entraîné à être une personne très anxieuse. Alors, vous devez apprendre à être heureux. Dans l'ancien temps, si vous vouliez être en paix intérieurement, vous deveniez par exemple moine.
vous deviez tout abandonner, renoncer au sexe, aux enfants, à l'argent, à la politique, à la science, à la technologie, à tout, et vous partiez seul dans les bois. Vous deviez tout abandonner pour être libre à l'intérieur. Aujourd'hui, avec une merveilleuse invention appelée l'argent, vous pouvez le stocker sur un compte bancaire. Vous pouvez travailler très dur, faire de grandes choses pour la société et la société vous donnera de l'argent pour les choses qu'elle veut, mais qu'elle ne sait pas encore comment obtenir. Vous pouvez économiser de l'argent, vous pouvez vivre un peu en dessous de vos moyens et vous pouvez trouver une certaine liberté. Liberté financière, mais liberté également intérieure. Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent et que tu es dépressif, finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Il dit, cela vous donnera le temps et l'énergie nécessaires pour rechercher votre propre paix intérieure et votre bonheur. Il dit ensuite, si vous voulez gagner le maximum d'argent possible et si vous voulez vous enrichir tout au long de votre vie d'une manière déterminée et prévisible, restez à la pointe des tendances et étudiez la technologie, le design et l'art. Devenez vraiment bon dans ce que vous faites. C'est vrai que c'est très important de toujours rester un petit peu, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, surtout dans ton domaine. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur leurs acquis dans leur domaine et qui parfois en 5 ou 10 ans sont complètement obsolètes parce que le marché a changé. On ne devient pas riche en passant son temps à économiser de l'argent, on devient riche en économisant son temps pour gagner de l'argent. Le travail acharné, il dit ensuite, est vraiment surestimé. L'intensité de votre travail compte beaucoup moins dans l'économie moderne. Chapitre suivant, il parle de l'importance d'avoir une pensée claire. La vraie connaissance, il dit, est intrinsèque. Elle se construit à partir de la base. Pour utiliser un exemple mathématique, vous ne pouvez pas comprendre la trigonométrie sans comprendre l'arithmétique et la géométrie. En fait, si quelqu'un utilise beaucoup de mots compliqués et de grands concepts, il ne sait probablement pas de quoi il parle. Je pense que les personnes les plus intelligentes peuvent expliquer les choses à un enfant. Si vous ne pouvez pas l'expliquer à un enfant, alors vous ne le savez pas. C'est un dicton courant qui est très vrai. Il dit, les penseurs vraiment intelligents sont des penseurs clairs. Ils comprennent les bases à un niveau très fondamental. Je préfère comprendre vraiment bien les bases plutôt que de mémoriser toutes sortes de concepts compliqués que je ne peux pas assembler et que je ne peux pas retrouver à partir des bases. Si vous ne pouvez pas retrouver les concepts de base lorsque vous en avez besoin, alors vous êtes perdu. Vous ne faites alors que mémoriser des choses qui finalement vous ne serviront pas à grand chose. La première chose, il dit, qui vous empêche de voir la réalité est que nous avons des idées préconçues sur la façon dont elle devrait être. Idées préconçues qui, dans la plupart des cas, viennent de nos croyances qui elles-mêmes découlent d'expériences qu'on a pu vivre dans le passé, mais également de notre entourage et de leurs croyances à eux-mêmes. Il dit, une définition d'un moment de souffrance est le moment où vous voyez les choses exactement comme elles sont. Pendant tout ce temps, vous avez été convaincu, par exemple, que votre entreprise se porte bien, alors qu'en réalité, vous avez ignoré les signes qu'elle ne va pas bien du tout. Puis, votre entreprise échoue et vous souffrez parce que vous avez repoussé la réalité. Vous vous êtes caché la réalité. Et ça, on le fait dans énormément de situations. On essaye de cacher une certaine réalité alors qu'on sait au fond de nous qu'il y a potentiellement un problème dans cette direction, mais on n'a pas envie trop de creuser parce qu'on sait que c'est inconfortable. Si un jour ça t'arrive, creuse le plus rapidement possible pour pouvoir résoudre ce problème au lieu de te mettre un voile en face des yeux. Il dit, la bonne nouvelle, c'est que le moment de la souffrance, lorsque vous souffrez, c'est un moment de vérité. Et oui, c'est le moment où tu te rends compte vraiment des choses comme elles le sont. C'est un moment, il dit, où vous êtes obligé d'accepter la réalité telle qu'elle est. Alors vous pouvez changer et progresser de manière significative. Vous ne pouvez progresser que si vous commencez par la vérité. Et il dit, la chose la plus difficile, c'est de voir justement la vérité. Pour voir la vérité, vous devez vous débarrasser de votre ego, car celui-ci ne veut pas faire face à la vérité, surtout si cette vérité est inconfortable. Plus vous pouvez réduire, il dit, votre ego, moins vous pouvez conditionner alors vos réactions, moins vous pouvez avoir de désir quant aux résultats que vous souhaitez, plus il sera facile pour vous de voir la réalité. Moins alors je suis susceptible de voir la vérité. En particulier, il dit, dans le monde des affaires. Si quelque chose ne va pas, j'essaye de le reconnaître
publiquement devant mes cofondateurs, mes amis et mes collègues. Ainsi, je ne le cache à personne d'autre. Si je ne le cache à personne, je ne vais pas me faire moi-même d'illusions sur ce qui se passe réellement. Il est très important, il dit, d'avoir un espace vide. Si vous n'avez pas un jour ou deux par semaine dans votre calendrier où vous n'êtes pas toujours en réunion et vous n'êtes pas toujours occupé, alors il dit vous ne serez pas en mesure de réfléchir correctement. C'est seulement quand on s'ennuie qu'on a de grandes idées. Ce ne sera jamais lorsque vous êtes stressé, occupé, en train de courir partout ou d'être pressé. Je ne sais pas si tu as remarqué, personnellement, dans ma vie, ça a été ça exactement ce qui décrit les meilleures idées que j'ai eues. C'est généralement des idées qui me sont parvenues quand je marchais, par exemple, dehors pour m'aérer la tête, quand je faisais une pause, quand j'étais en train de méditer, quand j'étais en train de me balader en nature, mais c'est rarement quand j'étais en train, par exemple, de travailler. Il parle ensuite d'un concept extrêmement important, l'identité. Et il dit se défaire de son identité est très important pour voir la réalité. Et oui, parce que quand tu as des identités très fortes dans ta vie, malheureusement, ces identités t'empêchent de voir des choses qui sont parfois pourtant sous tes yeux. Notre ego, il dit, se construit dans nos années de formation, nos 2 premières décennies. Il est construit par notre environnement, nos parents et la société. Ensuite, nous passons le reste de notre vie à essayer de rendre notre ego heureux en fonction de nos croyances généralement pour que ça soit aligné. Nous interprétons tout ce qui est nouveau à travers notre ego. Comment puis-je changer le monde extérieur pour qu'il soit davantage comme je voudrais qu'il soit? Le problème, il dit, c'est que nos identités nous freinent probablement aujourd'hui. Je pense que créer des identités et des étiquettes vous enferme et vous empêche de voir la réalité. Je considère qu'une grande partie, il dit, de mes objectifs pour les prochaines années consiste à déconditionner les réponses apprises ou les réponses habituelles afin de pouvoir prendre des décisions plus nettes sur le moment sans me fier à la mémoire ou à des heuristiques et des jugements préétablis. L'honnêteté radicale signifie simplement que je veux être libre. Être libre signifie que je peux dire ce que je pense et penser ce que je dis. Il parle ensuite du physicien Richard Feynman qui a dit un jour « Vous ne devriez jamais tromper personne et vous êtes la personne la plus facile à tromper. » Dès que vous dites quelque chose de malhonnête à quelqu'un, vous vous êtes menti en fait à vous-même. Ensuite, vous commencerez à croire à vos propres mensonges et cela vous déconnectera totalement de la réalité. Tu dois probablement connaître des personnes comme ça, peut-être dans ton entourage, des gens qui mentent extrêmement régulièrement. Non seulement ces personnes mentent très régulièrement, mais le pire parfois, c'est qu'ils croient réellement à leurs mensonges. Ensuite, ils partagent de quelque chose d'extrêmement intéressant. Écoute ça, je ne pense pas avoir la capacité de dire ce qui va marcher dans le futur. Il dit, j'essaye plutôt d'éliminer ce qui ne va pas marcher. Je pense, il dit que pour réussir, il suffit de ne pas faire d'erreur. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement correct, il s'agit d'éviter les jugements incorrects. Alors ensuite, il partage une méthode extrêmement intéressante, puissante, et tu vas le voir, très radicale pour pouvoir prendre des décisions dans ta vie, surtout quand tu hésites entre 2 ou plusieurs choix. Il dit à ce propos, si vous n'arrivez pas à décider, la réponse est non. Il donne quelques exemples. Si je suis confronté à un choix difficile tel que devrais-je épouser cette personne? Devrais-je accepter ce travail? Devrais-je acheter cette maison? Devrais-je m'installer dans cette ville? Ou encore devrais-je faire des affaires avec cette personne? Si vous ne pouvez pas vous décider, la réponse et non. Et la raison est que la société moderne est pleine d'options. Il y a des tonnes et des tonnes d'options. Nous vivons sur une planète de 7 milliards d'habitants et nous sommes connectés à tout le monde avec Internet. Des centaines de milliers de carrières s'offrent à vous. Il y a tellement de choix. Vous n'êtes pas biologiquement construit pour réaliser combien de choix il y a. Historiquement, nous avons tous évolué dans des tribus de 150 personnes. Quand quelqu'un se présente, il peut être votre seule option, par exemple, pour un partenaire. Lorsque vous choisissez quelque chose, vous vous engagez pour une longue période. Créer une entreprise, par exemple, peut prendre 10 ans. Vous commencez une relation qui durera 5 ans ou peut-être plus. Vous vous installez dans une ville pour 10 à 20 ans. Ce sont des décisions qui durent très
très longtemps. Si vous vous retrouvez à créer une feuille de calcul pour une décision avec une liste de oui et de non, de pour et de contre, de vérification et d'équilibre, de pourquoi c'est bon et de pourquoi c'est mauvais, oubliez ça. Si vous ne pouvez pas décider, il dit la réponse est non. Ensuite, il dit si vous avez deux choix à faire et qui sont relativement égaux, prenez la voie la plus difficile et la plus douloureuse à court terme. Ce qui s'en passe en fait, c'est que l'un de ces chemins nécessite une douleur à court terme et l'autre chemin mène à une douleur plus lointaine dans le futur. Ce que fait votre cerveau à travers le conflit, c'est d'essayer de repousser la douleur à court terme. Par définition, si les deux sont égaux et que l'une d'eux présente une douleur à court terme, ce chemin est associé à un gain à long terme. Avec la loi des intérêts composés, le gain à long terme est ce vers quoi vous voulez aller. Votre cerveau surévalue le côté du bonheur à court terme et essaye d'éviter celui de la douleur à court terme. Vous devez donc annuler cette tendance. Comme vous le savez, la plupart des gains dans la vie proviennent de la souffrance à court terme. Pour moi, il dit faire de la musculation n'est pas un plaisir. Je souffre à court terme. J'ai mal, mais à long terme, je m'en porte mieux parce que j'ai des muscles et que je suis en meilleure santé. Si je lis un livre et que je m'embrouille, c'est comme si je faisais de l'exercice et que le muscle devenait douloureux ou fatigué, sauf que mon cerveau est maintenant débordé. À long terme, je deviens plus intelligent parce que j'aborde de nouveaux concepts en travaillant à la limite de mes capacités. Donc il dit, vous voulez généralement vous penser sur des choses avec une douleur à court terme, mais avec un gain à long terme. Ensuite, il y a une question qui lui est posée qui est quels sont les moyens les plus efficaces pour construire de nouveaux modèles mentaux qui vont nous servir dans le futur. Et il dit à ce propos, lisez beaucoup, lisez simplement. Lire les sciences, les mathématiques et la philosophie 1 heure par jour vous placera probablement à l'échelon supérieur de la réussite humaine, il dit en 7 ans. Je te partagerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo tous les livres qu'il recommande car il en recommande beaucoup dans son livre. Il a également fait de nombreux tweets pour recommander des livres très intéressants qu'il a pu lire ces dernières années. Il dit le véritable amour de la lecture lorsqu'il est cultivé est un super pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'Alexandrie où tous les livres et toutes les connaissances jamais écrites sont à portée de main, je dirais même à portée de clic. Les moyens d'apprendre sont abondants, c'est le désir d'apprendre qui est rare. Lisez ce que vous aimez jusqu'à ce que vous aimez lire. Lire un livre n'est pas une course. Plus le livre est bon, il dit, plus il faut l'absorber lentement. En réalité, il dit, je ne lis pas beaucoup, contrairement à ce que les gens pensent. Je lis probablement 1 à 2 heures par jour. Cela me place dans le top 0,00001%. Je pense que cela explique à lui seul tout le succès matériel que j'ai eu dans ma vie et toute l'intelligence que je peux avoir. La majorité des gens ne lisent pas 1 heure par jour. La majorité des gens lisent 1 minute par jour ou moins. Le plus important, c'est d'en faire une véritable habitude. Il dit, lorsque vous lisez un livre et que vous êtes confus, cette confusion est similaire à une douleur que vous ressentez à la salle de sport quand vous vous entraînez, mais vous construisez des muscles mentaux au lieu de muscles physiques. Apprenez à apprendre et à lire des livres. C'est la même chose d'ailleurs quand tu médites. C'est un petit peu comme si tu allais à la salle de sport, mais pour ton cerveau, tu développes des nouvelles capacités. Le problème quand on dit lisez simplement, c'est qu'il y a tellement, il dit, de déchets sur le marché, il existe autant de types d'auteurs différents que de personnes. Beaucoup d'entre eux vont écrire des tas d'âneries. Donc fais attention également, c'est important, au type de livre que tu vas lire. Il dit pour moi, abandonner la lecture a été une grande tragédie. J'ai grandi avec des livres, puis je suis passé au blog, puis à Twitter et à Facebook. Et j'ai réalisé que je n'apprenais rien du tout. Je rajouterai à ce sujet, généralement tu vas vraiment apprendre des informations dans des formats longs. Donc par exemple des livres, ça peut être également des podcasts, des interviews, imaginons sur YouTube, des vidéos comme celle-ci qui sont des formats longs, qui t'expliquent vraiment des concepts en profondeur, mais tu remarqueras que généralement les formats très très courts, c'est pas des choses que tu retiens. Est-ce que tu peux me citer un post sur Twitter ou une vidéo de quelques secondes que tu as pu voir ces derniers mois, ces dernières années qui t'ont appris quelque chose? Il dit ensuite quelque chose de très intéressant pour faciliter la lecture. Il dit j'ai mis au point une méthode qui consiste à traiter les livres comme des articles de blog ou des tweets. Je ne me sens pas obligé de finir un livre. Maintenant, quand quelqu'un me parle d'un livre, je l'achète. À tout moment, il dit je lis entre 10 et 20 livres. Je les feuillette. On arrive ensuite dans le livre à une partie extrêmement intéressante avec plein de concepts
conseils, d'astuces, de stratégies qui délivrent sur l'aspect joie, sur l'aspect bonheur, sur l'aspect enrichissement également personnel, et que tout soit un petit peu imbriqué ensemble, c'est-à-dire oui, tu as une certaine liberté financière pour pouvoir faire plus de choses dans ta vie, mais tu as également cette joie, ce bonheur qui permet que cet ensemble te construit, comme il le dit un petit peu, une belle vie. Donc reste vraiment très attentif à ce qui va suivre. Il partage énormément de pépites dans cette deuxième partie du livre. Il commence en disant: les 3 grands principes de la vie sont la richesse, la santé et le bonheur. Nous les poursuivons dans cet ordre, mais leur importance est inverse. La première chose à comprendre, il dit, c'est que il y a 10 ans, si vous m'aviez demandé si j'étais heureux, j'aurais rejeté la question. Je ne voulais pas en parler. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais peut-être à 2 sur 10 ou 3 sur 10 dans mes meilleurs jours. Mais je ne valorisais pas le fait d'être heureux. Aujourd'hui, je peux le dire fièrement, je suis à 9 sur 10. Et oui, avoir de l'argent, bien sûr, aide, mais ce n'est en fait qu'une toute petite partie. La plus grande partie vient du fait que j'ai appris au fil des ans que mon propre bonheur est la chose la plus importante pour moi, et je l'ai cultivé grâce à de nombreuses techniques qu'il va ensuite partager. Quelle que soit la signification de bonheur pour moi, elle est différente pour vous. Je pense qu'il est important d'explorer ces définitions. Elle dit: pour certaines personnes que je connais, c'est un état de flux. Pour certaines personnes, c'est la satisfaction. Pour d'autres, c'est un sentiment de satisfaction. Ma définition évolue constamment. La réponse que je vous aurais donnée il y a 1 an sera différente de celle que je vous donne maintenant. Aujourd'hui, je crois que le bonheur est vraiment un état par défaut. Le bonheur est là lorsque vous supprimez le sentiment que quelque chose manque dans votre vie. Si tu es constamment dans ta vie, et ça revient dans tous les livres philosophiques que tu pourras lire, si tu es constamment focus sur la chose qui te manque dans ta vie, ça sera très dur pour toi d'être épanoui. Et finalement, il y a des gens, même s'ils ont énormément de choses aujourd'hui, ils sont toujours focus sur la prochaine chose à avoir, et donc ils sont toujours focus sur potentiellement un manque qu'ils ressentent aujourd'hui. Il dit: nous sommes des machines à survivre et à se reproduire qui jugent beaucoup. Nous nous promenons constamment en pensant: j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, piégés dans la toile des désirs. Le bonheur est l'état dans lequel rien ne manque. Lorsque rien ne manque, votre esprit se ferme et cesse de courir dans le passé ou de courir dans le futur. Le bonheur, c'est ce que tu trouveras également dans beaucoup de livres et qu'il résume par la suite, il se trouve vraiment dans le présent. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, par exemple, si, je sais pas moi, maintenant tu vas sur la plage et que tu fais un volley avec des amis, tu verras que tu seras pas malheureux pendant ce moment. Pourquoi ? Parce que tu es concentré sur le jeu, et vu que tu es concentré sur un moment que tu es en train de vivre avec d'autres personnes et en train de jouer en même temps, tu es vraiment connecté au moment présent. Plus tu peux te connecter au présent dans ta vie, plus ça sera facile pour toi d'être épanoui, heureux et de trouver un certain équilibre au niveau de ton bonheur. Il ne s'agit pas de pensées négatives, il s'agit de l'absence de désir, en particulier de l'absence de désir pour des choses extérieures. Moins je peux avoir de désir, plus je peux accepter l'état actuel des choses, moins mon esprit est en mouvement, car l'esprit existe réellement en mouvement vers le futur ou vers le passé. Plus je suis présent, plus je suis heureux et satisfait. Pour moi, le bonheur consiste principalement à ne pas souffrir, à ne pas désirer, à ne pas trop penser à l'avenir ou au passé, à vraiment embrasser le moment présent et la réalité de ce qui est et de la façon dont c'est. La nature, il dit, n'a aucun concept de bonheur ou de malheur. La nature suit des lois mathématiques ininterrompues et une chaîne de causes et d'effets depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Tout est parfait, exactement comme il l'est. C'est seulement dans nos esprits particuliers que nous sommes malheureux ou pas heureux. Et les choses sont parfaites ou imparfaites à cause de ce que nous
désirons. Alors oui, avoir des objectifs dans la vie, c'est bien, mais c'est bien d'en avoir juste quelques-uns. Si tu as beaucoup trop de choses dans ta vie, ça sera compliqué pour toi d'être pleinement épanoui. Si vous regardez les enfants, tout compte fait, ils sont généralement assez heureux parce qu'ils sont vraiment immergés dans l'environnement et le moment présent, sans penser à la façon dont cela devrait être contenu de leurs préférences et désirs personnels. Je pense que l'état neutre est en fait un état de perfection. On peut être heureux tant qu'on n'est pas trop pris dans sa propre tête. Il dit « J'ai abaissé mon identité ». J'ai réduit le bavardage de mon esprit, je ne me soucie pas des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, je ne m'implique pas dans la politique, je ne fréquente pas des gens malheureux, j'apprécie vraiment mon temps sur cette terre, je lis de la philosophie, je médite, je fréquente des gens heureux et ça marche. Vous pouvez améliorer très lentement mais régulièrement et méthodiquement votre niveau de bonheur de base, tout comme vous pouvez améliorer votre condition physique. Alors il donne un exemple ensuite très concret qui je pense va te parler. Il dit à tout moment lorsque vous marchez dans la rue, un très faible pourcentage de votre cerveau est concentré sur le présent. Généralement quand on marche dans la rue, surtout tout seul, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de penser à l'avenir ou en train de ruminer le passé. Et il dit ça, malheureusement, cela nous empêche de vivre une expérience incroyable et d'être vraiment connecté au présent. Il dit également cela nous empêche de voir la beauté en toute chose et d'être reconnaissant de l'endroit où l'on peut être. Et il finit dans ce passage par dire qu'on peut littéralement détruire notre bonheur si on passe notre temps à vivre dans les illusions du futur. Il parle ensuite que chaque désir est un malheur choisi et il dit « Je pense que l'erreur la plus commune de l'humanité est de croire que l'on va être rendu heureux grâce à une circonstance extérieure. » Et il dit, c'est pas nouveau, je l'ai pas inventé, il dit que c'est la sagesse finalement bouddhiste fondamentale. Je n'en m'attribue pas le mérite, je pense que je le reconnais simplement à un niveau fondamental, y compris en moi-même. La plus grosse erreur que tu peux faire dans ta vie, et il donne un exemple très concret qui va peut-être également te parler, c'est de se dire à soi-même « Oh, je serai heureux quand j'aurai cette chose, quelle qu'elle soit. » Et cette erreur, on l'a fait à peu près tout. Personnellement, quand j'ai démarré à mes débuts dans l'entrepreneuriat, pendant des années, ça a pris quasiment 3 ans avant que je puisse commencer à avoir des résultats. Et pendant 3 ans, je travaillais 7 jours sur 7, j'avais quasiment aucun revenu et c'était une période très compliquée. À ce moment-là, je mettais vraiment mon bonheur de côté et pour moi, je me disais c'est pas grave, dès que j'aurai un petit peu plus d'argent, là forcément je serai plus heureux. Le jour où j'ai réussi à avoir des résultats financiers un petit peu plus hauts, je me suis rendu compte que que je m'étais fixé entre-temps d'autres objectifs, que je travaillais toujours 7 jours sur 7, que j'étais toujours hyper stressé et mon niveau de bonheur, finalement, à part l'euphorie du moment d'avoir atteint certains paliers, il n'avait pas vraiment fondamentalement, changé. Donc il faut vraiment faire attention à cette course qui n'a aucune fin. Tu as probablement dû entendre sur le web, dans pas mal de vidéos, etc. Il y a quelque chose d'assez populaire, c'est une expression. Cette expression, c'est the rat race. On pourrait traduire ça en français comme la course au rat un peu. Cette expression, elle popularise un petit peu le concept d'être un petit peu, dans un job, de faire tes 35 heures par semaine et d'être un peu dans une course de rat. Mais attention parce que tu peux remplacer par cette course par une autre course qui te rendra peut-être pas plus heureux. La course à l'argent, la course à la fortune, la course au statut social. Tout ça, malheureusement, tu verras que dès que tu auras atteint certains paliers, tu te fixeras d'autres paliers. Et si tu es toujours en train de courir après quelque chose que tu n'as pas maintenant, malheureusement, ça sera très dur d'être épanoui. Il dit le désir est un contrat que vous passez avec vous-même pour être malheureux jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Alors écoute ça, ensuite il écrit un texte très, très intéressant. Il dit quand on est jeune, on a du temps. Vous êtes en bonne santé, mais généralement vous n'avez pas d'argent. Quand on est à un âge moyen, on commence à avoir de l'argent et on est en bonne santé, mais on n'a pas de temps parce que généralement on est toujours en train de travailler. Quand on est vieux, il dit, on a généralement de l'argent, on a probablement du temps, mais on n'a plus la santé. Donc le tiercé, il dit, consiste à essayer d'avoir les 3 en même temps, à savoir l'argent, le temps et la santé. Et ça devrait être potentiellement tes priorités. Tu connais probablement la célèbre citation de Confucius, il la partage ensuite, il dit que on a 2 vies et que la seconde commence
quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Quand et comment votre deuxième vie va-t-elle commencer? Il dit c'est une question très profonde. La plupart des gens qui ont dépassé un certain âge ont eu ce sentiment ou ce phénomène. Ils ont traversé la vie, il dit, d'une certaine manière, puis sont arrivés à un certain stade et ont dû faire des changements assez importants. Je suis, il dit personnellement, aussi dans ce cas pendant une grande partie de ma vie. J'ai lutté pour avoir une certaine réussite matérielle et sociale. Lorsque j'ai obtenu ces réussites matérielles et sociales, j'ai réalisé que des personnes similaires autour de lui, donc c'est ce qu'il partage, qui avaient des grandes réussites, n'étaient pas vraiment très heureuses. Et cela l'a conduit, comme il partage, à une conclusion assez simple qui fait que le bonheur est avant tout interne. Cette conclusion, il dit, m'a mis sur la voie d'un travail plus approfondi et sur mon moi intérieur de la réalisation que toute réussite réelle est intérieure et a très peu à voir avec les circonstances extérieures. Il dit, ma découverte la plus surprenante de ces 5 dernières années est que la paix et le bonheur sont des compétences. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on naît. Oui, il existe bien sûr une gamme, comme il dit, génétique. Une grande partie est conditionnée par notre environnement. Mais vous pouvez vous déconditionner et vous reconditionner. Vous pouvez augmenter votre bonheur au fil du temps. Et cela commence par croire qu'on peut le faire. Si tu penses que c'est pas possible, malheureusement la vie te donnera raison. Par exemple, il dit, vous pouvez prendre de meilleures habitudes. Ne pas boire d'alcool rendra votre humeur plus stable. Ne pas manger de sucre rendra votre humeur plus stable. Ne pas aller sur Facebook, Snapchat ou Twitter vous permettra de garder également une humeur plus stable. Jouer à des jeux vidéo vous rendra plus heureux à court terme. Et il dit, personnellement, j'étais un gros joueur, mais à long terme, cela peut ruiner également votre bonheur. On vous nourrit de dopamine et on vous en retire de manière incontrôlable. La caféine est un autre exemple où vous échangez le long terme contre le court terme. En fait, vous devez passer votre vie à remplacer vos mauvaises habitudes irréfléchies par de bonnes, en vous engageant à devenir une personne plus heureuse. En fin de compte, vous êtes une combinaison de vos habitudes et des personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses à comment transformer durablement les habitudes dans ta vie par de meilleures habitudes qui vont te porter sur le long terme, il y a un super livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. C'est un livre également que j'ai résumé en long, en large et en travers en te partageant toutes les stratégies qui sont présentes dans ce livre sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai le lien de ce résumé dans la description si tu as également envie d'écouter ce résumé. Il partage ensuite une règle pour gérer les conflits et il dit, cette règle est la suivante: ne fréquentez pas les personnes qui sont constamment en conflit. Je ne suis pas intéressé par ce qui n'est pas durable ou même difficile à maintenir, y compris les relations difficiles. Fais attention avec qui tu traînes et quelles sont tes relations. Si tu as constamment des personnes négatives autour de toi, des gens qui sont constamment par exemple dans le conflit, généralement c'est le chemin également que tu vas suivre sans même que tu t'en rendre compte. Il dit quelque chose de radical qui est, si vous ne vous voyez pas travailler avec quelqu'un pour la vie, ne travaillez pas avec lui pendant une journée. Il dit, dans n'importe quelle situation de vie, si tu prends ta situation actuelle, vous avez toujours 3 choix. On peut la changer, on peut l'accepter ou on peut la quitter. Si vous voulez la changer, il dit, alors c'est un désir, il vous causera de la souffrance jusqu'à ce que vous réussissiez à le changer. N'en choisissez donc pas trop. Choisissez un grand désir dans votre vie à tout moment pour vous donner un but et une motivation. Il dit pourquoi pas en choisir 2 parce qu'il dit tu seras finalement distrait. Pour être en paix, il faut avoir l'esprit libre de toute pensée. Et une grande partie de la clarté vient du fait, on en a parlé ensemble, d'être dans le moment présent. Si tu réfléchis un peu, c'est ce qu'il partage. Ensuite, il dit que l'univers existe depuis 10 milliards d'années. 10 milliards d'années. Je sais pas si t'imagines ce que c'est, mais quand tu prends un petit peu de recul sur ça, c'est juste incroyable. Il existera encore pendant 10 milliards d'années. Et ta vie, c'est une poussière sur cette échelle de temps. Alors lui, il partage, c'est un clin d'œil de luciole dans une nuit. Vous êtes ici, il dit, pour une si brève période de temps. Si vous reconnaissez pleinement la futilité de ce que vous faites, alors je pense que cela peut apporter beaucoup de bonheur et de paix parce que vous réalisez que c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui peut être amusant. Tout ce qui compte, c'est que vous fassiez l'expérience de votre réalité au cours de votre vie. Pourquoi il dit ne pas l'interpréter de la manière la plus positive possible? Tu vas être présent ici sur cette terre dans une poussière de temps à l'échelle de l'univers. Pourquoi pas
pleinement profiter, tu vois, de ta vie. Il dit tu vas mourir un jour et rien de tout cela n'aura d'importance. Alors profites-en. Profites-en, profite de ta vie. Fais quelque chose, il dit, de positif. Projette de l'amour. Rends des personnes autour de toi heureux. Apporte de la valeur à des gens autour de toi, à une communauté de personnes ou même au monde si tu le désires. Prends du plaisir, ris, éclate-toi et apprécie le moment présent. Il dit votre objectif dans la vie, c'est de trouver la personne, l'entreprise, le projet ou l'art qui a le plus besoin de vous. Je te pose la question. Qui est la personne, l'entreprise, l'objet ou l'art qui a le plus besoin de toi en ce moment? Il y a quelque chose là dehors juste pour vous. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est établir des listes de contrôle et des cadres de décision, il dit, basés sur ce que font les autres. Vous ne serez jamais comme eux. Vous ne serez jamais bon à être quelqu'un d'autre. Il dit ma priorité numéro 1 dans la vie, avant mon propre bonheur, avant ma famille, avant mon travail, avant mes amis, c'est ma propre santé. Cela commence par ma santé physique. Ensuite, c'est ma santé mentale. Troisièmement, c'est ma santé spirituelle. Ensuite, c'est la santé de ma famille. Puis, c'est le bien-être de ma famille. Après cela, je peux sortir et faire ce que je dois faire pour le reste du monde. Il parle ensuite dans la suite de livres de l'importance de l'exercice physique qu'il fait maintenant tous les matins religieusement et qui a, il dit, vraiment changé sa vie, qui le rend plus fort, plus jeune, avec plus d'énergie. Et il parle également l'importance de la méditation, passer du temps avec soi-même. Et il partage ensuite une méthode que je te partage tout de suite, c'est une méthode que j'ai beaucoup également utilisée, qui est de t'engager auprès d'autres personnes quand tu veux effectuer quelque chose. Il donne un exemple concret. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer et que tu fumes aujourd'hui, il suffit, il dit, d'aller voir toutes vos connaissances, vraiment toutes tes connaissances, et leur dire « J'ai arrêté de fumer, je l'ai fait, je vous donne ma parole ». Forcément, comme tu es engagé auprès d'autres personnes qui comptent pour toi, tu as beaucoup plus de chances de vraiment tenir ton engagement. Et ça, cet engagement auprès des autres, tu peux l'utiliser dans tous les objectifs ou toutes les habitudes que potentiellement tu veux transformer. Il dit également tout ce que tu veux faire, fais-le. Pourquoi attendre? Tu vas pas rajeunir. Votre vie vous échappe. Vous ne voulez pas la passer à faire la queue. Vous ne voulez pas la passer à faire des allers-retours. Vous ne voulez pas la passer à faire des choses dont vous savez qu'elles ne font pas partie de votre mission. Il parle ensuite de mettre des systèmes en place et non des objectifs. Il dit utilisez votre jugement pour déterminer dans quel type d'environnement vous pouvez vous épanouir, puis créer un environnement autour de vous pour que vous ayez statistiquement des chances de réussir. S'il y a quelque chose que vous voulez faire plus tard, il dit faites-le maintenant. Il n'y a pas de plus tard. Alors ensuite, il y a une question qui lui est posée, une grande question existentielle qui est quel est le sens et le but de la vie? Et il répond à ça par deux réponses différentes. La première, il dit que c'est personnel. Vous devez trouver votre propre sens. Tout morceau de sagesse que quelqu'un d'autre vous donne, que ce soit Bouddha ou moi-même, vous paraîtra absurde. Fondamentalement, vous la trouvez par vous-même. Donc la partie importante n'est pas la réponse, c'est la question. Vous devez simplement vous asseoir là et creuser sur cette question. Cela peut vous prendre des années ou même des décennies. Lorsque vous trouverez une réponse qui vous satisfait, elle sera fondamentale dans votre vie. La deuxième réponse qu'il partage, il dit la vie n'a pas vraiment de sens à proprement parler. Il n'y a pas de but à la vie. Osho, que tu connais peut-être de nom, qui a dit c'est comme écrire sur l'eau ou construire des maisons en sable. La réalité est que vous êtes mort depuis l'histoire de l'univers, 10 milliards d'années ou plus. Vous serez mort pour les 70 milliards d'années à venir jusqu'à la mort thermique de l'univers. Tout ce que vous faites s'estompera, il disparaîtra, tout comme la race humaine disparaîtra et également la planète disparaîtra au bout d'un moment. Alors maintenant, on arrive à une partie, la dernière partie qui est très très intéressante puisque je vais te partager tous les livres qu'il a pu lire, qu'il trouve vraiment des livres coup de cœur et qu'il recommande. Donc je vais te les présenter et je vais également te présenter ses formules de vie. Il a différentes formules de vie qu'il a écrites et que je vais te partager. Et également, il a tout un tas de règles dans sa vie qui l'aident à prendre des décisions, qui l'aident à avancer sur le chemin de là où il veut aller. Donc je vais te partager également ces règles parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Alors on va démarrer par les formules de vie, on va passer ensuite par les règles qu'il a dans sa vie et je te partagerai ensuite tous les livres qu'il recommande. C'est parti pour les formules. Formule numéro 1. Le bonheur égale la santé plus la richesse
plus des bonnes relations. La santé égale l'exercice physique plus le régime alimentaire plus le sommeil. La richesse égale le revenu plus la richesse, entre parenthèses, les retours sur investissement. Le revenu égale la responsabilité plus l'effet de levier, on en a parlé ensemble, plus les connaissances spécifiques. La responsabilité égale la marque personnelle plus la plateforme personnelle plus la prise de risque. L'effet de levier égale le capital plus les personnes plus les propriétés intellectuelles. La connaissance spécifique égale savoir comment faire quelque chose que la société ne peut pas encore facilement faire et former d'autres personnes à faire. Donc ça, c'est pour ses formules de vie. Je te partage maintenant les règles qu'il a dans sa vie. Règle numéro 1, soyez présent avant tout. Ensuite, le désir est une souffrance. Ça, c'est une phrase de Bouddha. Ensuite, encore une phrase de Bouddha, la colère est un charbon chaud que l'on tient dans sa main en attendant de le jeter sur quelqu'un d'autre. Ensuite, si vous ne vous voyez pas travailler avec quelqu'un pour la vie, ne travaillez pas avec lui pendant une journée. Je t'ai déjà cité ça tout à l'heure. Ensuite, la lecture est la métacompétence ultime et peut être échangée contre n'importe quoi d'autre. Ensuite, tous les véritables avantages de la vie proviennent des intérêts composés. Ensuite, gagnez avec votre esprit, pas avec votre temps. Autre règle très importante, honnêteté totale à tout moment. Il est presque toujours possible d'être honnête et d'être positif. Autre règle, observez chaque pensée et demandez-vous pourquoi ai-je cette pensée. Ensuite, toute grandeur dans la vie provient de la souffrance. Ensuite, l'amour est donné, pas reçu. Ensuite, et c'est une phrase de Eckhart Tolle que tu connais peut-être par un de ses célèbres livres qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et cette phrase dit: l'illumination est l'espace entre vos pensées. Ensuite, les mathématiques sont le langage de la nature. Et la dernière qui est très intéressante, chaque moment doit être complet en soi. Santé, amour et votre mission dans cet ordre. Rien d'autre ne compte. Alors je t'invite à prendre des notes. Je vais maintenant te partager tous les livres qu'il peut recommander, notamment des livres qu'il dit qui ont vraiment complètement changé sa vie. Alors tu m'excuses, je vais commencer rapidement par te faire un peu de promo pour te présenter également mes 2 romans. J'ai écrit 2 romans différents et je t'en parle parce que si tu es en train d'écouter cette vidéo en ce moment même, je pense vraiment que c'est des histoires que tu peux vraiment apprécier. Le premier roman que j'ai écrit, c'est Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Tu pourras regarder sur Amazon. Il y a plus de 1000 évaluations 5 étoiles. C'est un best-seller aujourd'hui. Et ce qui se passe dans ces livres, surtout si t'es pas habitué à lire, c'est que c'est simple à lire. Tout simplement parce que les enseignements sont glissés à l'intérieur d'une histoire. Donc c'est avant tout quelque chose de divertissant. Tu es pris dans une histoire, mais en même temps, tu apprends différentes choses. Donc ça, c'est le premier roman. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Tu l'as au format normal ou au format poche si tu l'as pas encore lu. Et mon deuxième roman plus récent, Il suffit d'une décision pour changer de vie. Tu pourras également, je t'invite à aller voir tous les commentaires qu'il peut avoir sur Amazon. Alors on démarre tout de suite par sa liste. Alors parfois j'ai trouvé la version française, parfois par contre il n'y a pas de version française, donc je te les montre quand même si ça peut t'intéresser. Donc on va commencer par les livres de non-fiction. Le premier qu'il recommande, c'est The Beginning of Infinity. C'est un livre de l'auteur David Deutsch. Alors j'ai pas trouvé d'équivalent en français pour ce livre. Il dit à propos de ce livre que ça l'a rendu plus intelligent. Ensuite, tu as le fameux et extrêmement célèbre livre qui s'appelle Sapiens. Tu l'as peut-être d'ailleurs déjà lu. Et il dit à propos de ce livre que c'est le meilleur livre de la dernière décennie qu'il a pu lire. Ensuite, il conseille l'auteur Matt Ridley, notamment le livre Relational Optimist, How Prosperity Evolves. J'ai pas trouvé d'équivalent non plus en français pour ce livre. Il dit à propos de ce livre que c'est le livre le plus brillant qu'il a pu lire depuis des années. Il conseille d'ailleurs tous les autres livres de cet auteur, à savoir How Innovation Works, The Red Queen, Genome et également The Evolution of Everything. Ensuite, un auteur que tu connais peut-être de nom
très connu, Nassim Taleb, qui a écrit un livre qui est un best-seller aujourd'hui, Skin in the Game. Je l'ai trouvé en français, Jouer sa peau. Il dit que c'est le meilleur livre en 2018 qu'il a pu lire et c'est également un excellent livre pour comprendre le monde des affaires, même s'il n'est pas positionné comme ça. Donc ça, c'est vraiment un livre qui recommande beaucoup. Alors, il recommande d'autres livres de Nassim Taleb, par exemple Le Cygne Noir ou encore Le Hasard Sauvage ou encore Antifragile, qui sont également d'excellents livres. Ensuite, il recommande également l'auteur Richard Feynman, qui a écrit notamment Surely You Are Joking. Il dit qu'il adore sa vision de la physique. Ça, c'est un livre, tu vois aussi, qui est un best-seller, 11 000 évaluations sur Amazon, sorti en 2018. Donc ça, c'est un livre qui recommande chaudement également. Je n'ai pas trouvé, par contre, d'équivalent en français. Tu trouveras, par contre, d'autres livres en français de cet auteur, notamment Lumière et Matière, qui est plus ancien, qui est sorti en 1992. Ensuite, il recommande également chaudement ce livre de Randall Mureux, qui s'appelle Thing Explainer. Il dit que c'est un très très grand livre. Pareil, ici, j'ai pas trouvé d'équivalent en français. Par contre, il recommande chaudement cet auteur. Et cet auteur a écrit d'autres livres, par exemple Et comment de Randall Murray ou encore Et si, qui sont des best-sellers. Donc les deux là sont disponibles en français. Et si qui se présente comme toutes les réponses les plus scientifiques aux questions que vous vous êtes jamais posées. Il conseille ensuite de lire les conseils de Charles Munger. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Pour Charlie Almanac, The Essential Wit and Wisdom of Charles Munger. Alors celui-là est tout nouveau, d'ailleurs il est sorti en janvier 2024, qui regroupe les meilleurs conseils de Charles Munger. J'ai pas trouvé d'équivalent non plus en français. Il partage ensuite ce livre qui dit que c'est un des meilleurs livres également qu'il a pu lire dans sa vie, The Sovereign Individual, Mastering the Transition to the Information Age, un livre de James Dale Davidson. Il partage ensuite des livres de Carlo Rovelli, notamment ce livre Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique. Partage que c'est un livre extrêmement intéressant également. Et par le même auteur, il y a ce livre qui est très très connu, qui s'appelle 7 brèves leçons de physique. Il partage qu'il a lu ce livre de nombreuses fois, qui est très très intéressant. Alors ensuite, tu connais peut-être également un auteur très connu, Jiddu Krishnamurti. Il partage cet auteur et partage plusieurs de ses ouvrages, notamment La première et dernière liberté, ou encore De l'amour et de la solitude, ou encore Se libérer du connu modèle aléatoire. Alors ça, c'est des livres ensuite qu'il partage qui sont plus spirituels. Notamment, il y a Siddhartha, qui est un livre de Hermann Hesse qu'il partage. Il dit que ce livre notamment est un classique de philosophie. Et ensuite, tu connais peut-être Osho, donc il partage chaudement cet auteur. Par exemple, Être en pleine conscience, la liberté, le courage d'être soi-même. Donc ça, c'est Osho. Il dit qu'il a lu plusieurs livres de Osho, extrêmement intéressants. Ensuite, il dit qu'il y a quelqu'un qui a absolument transformé sa vie, qui est Marc Aurèle. Et Marc Aurèle a un livre qui s'appelle Méditation, une nouvelle perspective, les méditations de Marc Aurèle, ouvrage de stoïcisme. D'ailleurs, c'est numéro 1 des ventes en ce moment sur Amazon. Donc ça, c'est un livre qui recommande également chaudement. Ensuite, il partage des livres de science-fiction, notamment ce livre Snow Crash, qui est d'après lui un des meilleurs livres de science-fiction de tous les temps. D'ailleurs, tu peux le voir ici, il a 17 000 évaluations sur Amazon. J'ai pas trouvé par contre de version française pour ce livre-là. Il partage un autre également livre de science-fiction où celui-là, il y a un équivalent en français qui s'appelle Expiration, un livre de Ted Chiang. Il partage ensuite ce livre de Michel Pollan. Je l'ai d'ailleurs lu, ce livre, très intéressant. Voyage aux confins de l'esprit, ce que le LSD et la psilocybine nous apprennent sur nous-mêmes, la conscience, la mort, les addictions, la dépression. Donc c'est un livre qui traite des psychédéliques et des recherches qui sont faites à ce sujet. C'est un livre extrêmement intéressant. Et il partage également ce livre où j'ai trouvé également un équivalent en français. Ça s'appelle Le Prophète. C'est un livre de Khalil Gibran. Si tu es encore en train d'écouter cette vidéo, je vais te demander une chose. Cette chose, elle est très simple et déjà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Si
c'est le cas, je t'invite à partager cette vidéo à une ou quelques personnes qui pourraient être intéressées pour la visionner. N'oublie pas de mettre un pouce juste en dessous si tu l'as pas encore fait, ça te prend 2 petites secondes, ça récompense le travail très important qu'on peut faire sur ce type de vidéo. Et puis bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je suis déjà en train de travailler sur d'autres résumés de super livres. Donc il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir de ce type. Et puis n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des choses à ajouter. Et des fois, juste même un petit merci, ça fait toujours plaisir. Merci encore à toi pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.